Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non. Tu viens de me voir, c'est une merde, Noé. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. 6e jour de Cannes et de ma compétition parallèle, vous savez, la cringène de la cringe-tic à laquelle je suis le seul à avoir accès sur la foi de mes talents innés pour malaxer les zones sensibles. Hier, j'ai donc pu voir Take over Fjorden, Brouillard sur le fjord d'Astrid Lindqvist, un film norvégien de 2h54 sur une femme qui retourne dans le village de pêcheurs de son enfance pour y découvrir tardivement son homosexualité refoulée, qui s'incarne dans la personne de Liv, 84 ans, gardienne de phare, jouée par la propre mère de la réalisatrice. Bon alors soyons justes, Brouillard sur le fjord est un beau film, esthétiquement, c'est-à-dire que si vous coupez le son, si vous retirez les sous-titres et que vous regardez en accéléré 4 fois, c'est une expérience contemplative tout à fait recommandable. À vitesse normale, c'est une autre histoire. Alors ensuite, le choix de faire jouer l'objet du désir par sa propre mère, par Lindqvist, c'est, disons-le, audacieux pour qui on ne sait pas trop, pas pour le public en tout cas, puisque la mère de Lindqvist par ailleurs est excellente, elle a 84 ans, et plus de présence à l'écran que la moitié de la sélection officielle, ce qui rend le malaise encore plus complet, c'est qu'on regarde tout de même un grand moment d'actrice dans un dispositif qu'on aurait préféré qu'aucun thérapeute ne valide. Voilà, et aujourd'hui, roulement de tambour, attention les yeux, c'est le grand retour de Catherine Breillat, et oui, Catherine Breillat dans cette toute nouvelle compétition avec son nouveau film Sale petite pucelle. La réalisatrice signe à 76 ans ce qu'elle annonce comme son film le plus radical. Alors au centre du dispositif, Anaïs Lemoine, jeune comédienne de 16 ans repérée par Breillat dans un café à Bourg-en-Bresse. Le tournage a duré 19 mois, 27 membres de l'équipe ont démissionné. La première coordinatrice d'intimité a été remerciée à mi-parcours pour désaccord artistique, la deuxième pour burn-out, la troisième a disparu sans laisser de traces la veille du dernier jour de tournage. Le film présenté en séance spéciale comporte une scène finale de 14 minutes que Breillat a refusé de décrire en conférence de presse. Il faut la voir, a-t-elle dit. La mère de la comédienne s'est effondrée en larmes. Salut les amis. Ça fait envie, moi je suis chaud. Hein. Eh oui. Ah, celui-là, je te le laisse. Tu sais quoi ? Est-ce que je suis en 4DX? Je sais que ça fait 2 fois que tu fais la même blague sur la 4DX. T'as un kink 4DX. C'est ce que j'allais dire, il a un kink 4DX. Mais il était allé voir Mortal Kombat, Mortal Bacon en 4DX. Bah depuis. Quel enfer. J'ai hâte que tu nous racontes les 14 minutes finales. Bah écoute, moi est-ce que j'aurai encore le sens de la vue, ou est-ce que mes yeux vont littéralement exploser, mes rétines fondre, je ne sais pas, on verra. 6e jour, quelque chose à signaler ? La fatigue. Mais à part ça, ça roule. On avait pourtant dit, on avait fait une liste des choses qu'on ne dirait pas, on avait dit qu'on ne dirait jamais qu'on est fatigué. On est 6e jour, ça va, vous me le pardonnerez. Par contre, je suis pas, tout va bien. Tu t'étais donné une règle de pas faire plus de 4 films par jour. Hier, t'en as vu combien, rappelle-moi ? 18. Non, 5. Voilà. Alors, j'allais dire, on est quand même à mi-parcours et je trouve qu'on est plutôt frais pour du mi-parcours. Ouais, non, en vrai, ça va. Je trouve qu'on est enfin, moi, en tout cas, perso, je me sens mieux. C'est la maturité, ça. C'est la maturité. Je pense que c'est les 50 ans. 4e Cannes que je commence à trouver mes repères. Pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que Nicolas Martin a prononcé ces mots en retirant sa chemise pour être Marcel Apparent et flexer un peu le deltoïde. Mais c'est parce qu'il fait chaud. Ouais, on est sous les toits dans notre petit 12 mètres carrés à 4 avec des lits superposés, une gamelle d'eau, les toilettes sur le palier. Alors, s'il te plaît. Bon, et attends, on l'a eu seulement à 12 000 balles. Hein. En même temps, c'est honnête. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir une Josiane. Ma vague je suis désolée, c'est pas grave, j'ai anticipé. Alors, j'allais dire, donc n'oubliez pas que vous pouvez, vous abonner pour avoir accès à nos épisodes quotidiens dans la foulée de leur enregistrement, et pour nous soutenir aussi. Merde, vu ce qu'on donne, et on a bien mérité un petit bifton quand même. On a bien mérité un petit bifton. Il y a un code pour s'abonner, Alexis. RST Cannes 26, tout en majuscule, tout attaché. Le lien et le code sont dans la description. 10% d'économie pendant 6 mois. 2, vous pouvez nous écrire chaque jour au 3615 pour nous poser vos questions indicibles sur CAD. Aidez-nous s'il vous plaît, parce qu'on commence à avoir plus aucune inspiration. Et 3, donc ne pas hésiter à venir nous faire coucou si vous nous croisez sur la croisette, même si on a le nez dans notre téléphone ou qu'on est par exemple en train de faire la manche devant le carton pour rembourser précisément notre logement de 14 mètres carrés pour 5 avec une seule toilette sur le palier pour 12 000 € la semaine. Si vous typez un peu, si vous donnez un pourboire, Simon vous fait une petite danse. Voilà. J'ai eu peur. Jusqu'à danse, j'ai eu peur. Ça va décourager les gens. C'est vous qui avez l'esprit pervers. Hein. Moi, il n'y avait rien dans ma phrase qui laissait annoncer quoi que ce soit. Hein. Vraiment. Petite danse dans laquelle j'enlève mon dentier.
Eh oui, du coup, ça glisse mieux après. Oh. Au programme, aujourd'hui, on fait une petite visite à la ferme. Un mouton dans une boîte, un tigre de papier, des ours dans un camion, des ados en colo, parce que oui, l'ado, c'est une sorte d'animal, malodorant et incompréhensible, désolé. Mais on commence par la première partie du diptyque de Quentin Dupieux sur cette croisette 2026. Son premier film était présenté hier en séance de minuit, full casting américain avec Woody Harrelson, Kristen Stewart et notre Charlotte Lebon, nationale chérie d'amour qu'on embrasse. Le voyage à Paris d'un riche industriel américain avec sa fille Madeleine, avec laquelle il est brouillé, tourne mal lorsque la gastronomie française, un film d'horreur vintage et un employé d'hôtel trop curieux et une employée d'hôtel trop curieuse viennent perturber leurs plans. Il y en a qui l'ont vu hier soir en séance de minuit, Arthur. Oui. Je savais que pour moi, ça c'est le genre de film, si on les voit le matin, ce n'est que plus douloureux. Tu sais, un peu comme ce qu'on a vécu il y a 2 jours sur Sanguine. Je te le confirme. je vais m'exprimer. S'il n'y a pas l'ambiance du GTL pour te soutenir, c'est compliqué. C'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, allez, il faut que j'ai l'ambiance du théâtre, du grand théâtre Lumière, qui va applaudir à chaque blague, qui va pour supporter un peu le truc, parce que. Je l'avais dit avant Cannes, moi c'est pas celui-là que j'attends le plus, moi c'est Le Vertige. Lui me faisait un petit peu peur. Bon, moi j'ai eu raison. Je suis le premier à défendre le travail de Quentin Dupieux, et ce depuis toujours. Quand j'étais à Combini, j'ai vraiment tout fait pour, parce que je trouve qu'il a une voix unique, une manière de faire du cinéma comme personne ne le fait en France, et qu'il propose des choses inédites, et ça fait du bien. Ça fait du bien, quand bien même parfois il se répète, quand bien même sur le dernier film il avait plus forcément grand-chose à raconter, voire il commence à devenir réac. Il y avait quand même des choses qui me plaisaient, etc. Celui-là, c'est mon premier film de rupture avec Quentin Dupieux, et j'en suis vraiment triste parce que quand on voit son travail aux États-Unis, Wrong Cops, Rubber, etc., c'est des films que j'aime vraiment pas mal. Là, il y a un truc qui fonctionne pas. À plusieurs égards. Le premier, c'est que pareil, cette critique constante qu'on fait de Quentin Dupieux des courts-métrages étirés, je suis pas forcément toujours d'accord. Pour moi, il trouve sa propre formule, sa manière de faire des longs condensés, ou bref. Là, pour le coup, c'est un film qui est absolument inconsistant. Qui n'a pas de matière, qui n'a pas de trame. Et c'est pas pour faire de l'abstraction expérimentale pure, c'est juste un film que je trouve en termes d'écriture un peu fainéant. Quand bien même, il y a des effets, il y a des choses. Je jette pas tout avec l'eau du bain, je le dis tout de suite. Moi, je trouve que les comédiens s'en sortent bien, notamment Charlotte Lebon et Kristen Stewart. Que je serais gré à Quentin Dupieux de faire travailler plus qu'il n'en faut notre cher Olivier Afonso pour des effets spéciaux pratiques qui sont toujours de haute volée dans le cinéma de Dupieux. Mais là où moi ça coince, c'est que quand le film n'a pas grand chose à raconter, il y a un moment où je suis obligé de décortiquer le truc, parce que Quentin il peut dire ce qu'il veut sur non mais moi je fais un cinéma viscéral, je suis pas là pour non, ça raconte quelque chose de lui, ça raconte quelque chose de l'artiste. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que Nico ira plus loin que moi, mais je trouve que c'est le premier vrai film réac de Dupieux, à un endroit où je le trouve assez étonnant, parce que qu'il a un commentaire à faire sur MeToo, sur ces femmes qui supportent pas quelconque violence qu'on puisse faire ou machin, c'est une chose, mais là je comprends pas où il place le curseur. Je comprends pas bien si on doit rire avec ou de. J'ai plutôt l'impression qu'on doit se rire de, auquel cas ça devient grinçant. Je trouve que le film est un cliché de la caricature des gens qui critiquent MeToo, ou d'une autre mesure, parce que en gros, on peut se pitcher en 3 secondes et demie. Là où pour moi il y a un vrai coinçage, c'est le personnage de Charlotte Lebon, qui est donc une employée d'hôtel, qui va venir dans la chambre et qui va rester dans la chambre d'hôtel parce qu'elle considère que le père est violent vers la fille et que potentiellement ça peut être dangereux. J'ai vraiment l'impression de voir... Alors que c'est la fille qui est présentée comme une connasse. Hein. Bien sûr. Voilà. Et ce pauvre Woody Harrelson qui subit les foudres de la bien-pensance. C'est globalement ça. Alors j'ai lu que des gens qui voyaient l'inverse. Moi je ne comprends pas cette vision-là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir une Charlotte Lebon qui est une espèce de cordonnerise d'intimité, et que t'as Woody Harrelson qui va tu nous fais chier, on peut rien faire quand même. C'est trop bizarre, c'est un peu réac, même complètement réac. Je pense que Nico va aller sur ce terrain-là et ira bien plus loin que moi. Moi, c'est mon premier Dupieux du divorce comme ça, et ça me fait un peu mal aux fesses. Et je terminerai là-dessus, c'était une séance de minuit, le public était on fire au départ, les gens ont hué le logo Canal, machin, il y a eu des insultes, c'était très drôle. Les gens n'ont quasiment pas ri. Les gens n'ont quasiment pas ri au film, à part à 2-3 vannes qui étaient objectivement assez drôles. Pour moi, ça dit tout.
Bah, je précise, moi j'ai pas vu le film, donc je vais juste apporter cette précision. Mais comme c'est le cas traditionnellement avec les projections en grand théâtre lumière, il y a le micro-trottoir d'Allociné à la sortie où on recueille les avis des festivaliers, et Allociné en général recueille les avis des vrais festivaliers, pas des starlets qui montent les marches et qui ensuite se barrent au bout de 15 minutes pour aller faire une soirée. Donc c'est quand même représentatif un peu de la réception globale du film à Cannes, et le micro-trottoir d'Allociné sur Full Feel est globalement très négatif. Voilà. Alors moi, je vais déjà préciser d'où je me situe. C'est moi, je déteste pas du tout Quentin Dupieux. Il y a des films que j'aime bien. Moi, contrairement à certaines d'entre vous, j'avais même bien aimé le deuxième acte, pour lequel il y avait déjà eu une discussion sur des blagues un peu homophobes, un peu bord cadre, mais moi qui m'avait pas du tout dérangé. Un peu misogyne aussi. Oui, bien sûr. Mais néanmoins, je lui pardonnais relativement ça, et moi, j'avais pas trouvé que c'était si saillant que ça. J'aime beaucoup Incroyable mais vrai. Je commence à moins aimer L'accident de piano parce que j'ai toujours un problème avec l'extrême misanthropie. Bon, ça va pas s'arranger avec Full Feel, qui est un film d'une immense misanthropie. Je pourrais résumer mon avis, c'est que je pense que Frédéric Beigbeder approves this movie. C'est vraiment... non, mais vraiment, c'est un film qui, globalement... Alors, il y a deux façons de l'envisager. Il y a une première façon qui est le chamboule tout, on dégomme tout le monde et on tire à bout portant sur tout le monde, et donc sur ces connasses de féministes qui nous empêchent et qui nous castrent en tant qu'hommes, mais en même temps c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Mais aussi entre ces pères et ces Américains qui perdent leur tempérament et qui veulent absolument reconnaître. En fait, tout le monde est con, tout le monde est laid, tout le monde est débile, mais quand même l'essentiel des attaques se concentre sur ces personnages féminins infects et qui d'un seul coup retournent les échelles de valeur. Donc c'est effectivement difficile de ne pas y voir un film extrêmement réactionnaire. Et moi, c'est comme le disait Arthur, moi c'est vraiment un film qui me fâche. C'est-à-dire que je sors de là ulcéré, parce que donc il y a plusieurs choses. Vraiment l'impression que c'est un film de quelqu'un qui prend un plaisir à retourner les choses en disant « Ah, ça va vous choquer, hein, ça va vous emmerder que je fasse ça. » Mais attendez, donc c'est un film qui me fait un doigt d'honneur. Donc déjà, moi j'ai envie de lui renvoyer mon doigt d'honneur dans la gueule, en disant « Va bien te faire foutre, si tu veux. » Mais bon, bref, pour parler du film à proprement parler, vous allez donc voir Kristen Stewart qui est toujours impeccable. Mais je veux dire, moi je remets pas du tout en cause le jeu des acteurs. Charlotte Le Bon est super, Woody Harrelson joue sa partition. Ma question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Kristen Stewart, vous allez voir Kristen Stewart passer le film à manger, à se baffrer, à se mettre de la nourriture de manière excessive dans la bouche, de manière absolument répulsive, répugnante, ce qui fait petit à petit grossir Woody Harrelson, où la symbolique est d'une légèreté absolument inouïe. Et donc Charlotte Le Bon qui vient parce que effectivement surveiller cette pauvre Kristen Stewart qui est vraiment littéralement caractérisée comme une petite connasse narcissique de son méchant père qui voudrait reconnecter avec sa fille. Bref, donc vraiment, il y a effectivement là aussi un fuck qui est fait à MeToo, au féminisme, c'est un film sur on peut plus rien dire. C'est quand même globalement ça le sujet. Rajoutez là-dessus une petite couche où Woody Harrelson sort de Paris et en fait, Paris, c'est la guerre civile. Donc on voit des flics, c'est une manifestation permanente, tout le monde se tape sur tout le monde. Ah, c'est rigolo, c'est parisien. Donc déjà, alors je sais pas, le niveau de caricature soit me passe complètement à côté, soit est complètement débile en fait, tout simplement. Et moi là, vraiment le truc qui finit par me fâcher absolument, c'est qu'à un moment donné, il y a un romantique interest qui commence à naître entre Charlotte Le Bon et Kristen Stewart, et Quentin Dupieux prend un malin plaisir à faire en sorte que Charlotte Le Bon fasse un peu de gringue à Kristen Stewart et de faire dire mot pour mot à Kristen Stewart « Sorry, I prefer boys ». Et ça, moi vraiment, je le prends littéralement mais vraiment comme un truc de sale gosse, comme une insulte, mais bête, débile, de « je fais bien ce que je veux ». Et donc, je me pose, si le but, en fait, c'est de choquer les bien-pensants, alors effectivement, c'est un énorme film, d'énormes réacs. Si le truc, c'est de dire « mais oui, mais en fait, moi, je n'ai aucune valeur et je peux me moquer d'absolument tout », c'est encore pire, parce que c'est bête. Parce que c'est nul, parce que ça ne raconte absolument rien. Et si ça amuse Quentin Dupieux de faire dire à Kristen Stewart, qui est une actrice, qui a le parcours qu'on lui connaît, qui est une icône queer, lesbienne, et qui trouve ça extrêmement drôle de la faire se baffrer alors qu'elle est mince comme un petit doigt, et de lui faire dire que c'est une grosse hétérote,
Enfin, franchement, je vois, enfin vraiment, c'est pas drôle, c'est vraiment un humour de beauf, et c'est vraiment un humour de vieux mec blanc cis, mais vraiment, voilà, c'est un humour de bec BD en fait. Et donc, voir Quentin Dupieux tomber à ce niveau-là, je trouve ça vraiment consternant, mais consternant. Enfin voilà, je ne comprends pas. Moi, je sors de là en me disant qu'est-ce que Kristen Stewart, qu'est-ce que Charlotte Lebon et Woody Harrelson, je le connais moins, donc ça m'intéresse moins. Mais qu'est-ce que ces gens-là sont allés foutre dans ce truc qui est vraiment un petit truc de provoque, de sale gosse, pas drôle, pas filmé, c'est paresseux dans la mise en scène, tout est filmé dans la suite d'hôtel, il y a 2 décors, c'est nul. Et donc ça me met en colère et ça m'agace de me mettre en colère parce que je pense que c'est exactement ce qu'il veut que tu ressentes. Voilà, c'est exactement ce qu'il veut qu'on un peu ressente. comme Gaspard Noé et Sophie, tu vois. Voilà. Donc voilà, désolé, moi je passe. Et le problème c'est que maintenant je vais passer Quentin Dupieux en fait, parce que ça m'amuse pas. Pas de date de sortie annoncée, quel dommage. Non, mais en fait, le Vertige sort début juin. C'est quand même un peu surprenant. Non, en fait, le Vertige sort début juin. Je pense qu'ils ont préféré sortir celui-là qui a pas besoin d'une grosse promo. Il y a Chabat et Cohen et il va pas faire beaucoup d'entrées. Je pense que celui-là coûtait beaucoup plus cher. Et donc, je pense que pour Diafana, il y a un plus gros enjeu pour celui-là. Donc, il faut une campagne marketing un peu plus anticipée et un peu plus marquée. C'est vrai, t'as raison. Allez, retour à la compétition avec 2 films. Bien, tout d'abord celui du japonais Palmé. Je ne parle pas de ses mains ou de ses pieds, bien entendu. Ça, c'est Alexis. Oui, j'ai les doigts de pied palmés, voilà. C'est bien, on dévoile mon intimité. Ouais. Pour avoir une photo, n'hésitez pas à... Non. Simon a 4 tétons. Allez. Et 3 neurones. Allez, on enchaîne. Mais c'est quoi cette balle perdue? C'est gratuit, c'est le principe d'une balle perdue, c'est que tu la vois pas venir. Hirokazu Koreeda revient sur la croisette avec un film de science-fiction, Sheep in the Box, un mouton dans la boîte, et un scénario très Black Mirror. Une famille atypique endeuillée par la mort de leur enfant décide d'adopter dans un futur proche un humanoïde qu'elle considère comme son fils. On avait bien aimé, il y a 3 ans maintenant, L'Innocence de Koreeda qui c'était sur la croisette, un très joli film. Très joli. Que penser de ce mouton dans la boîte? Si ça vous va, je commence parce qu'il se trouve que je l'ai relevé pendant le film et je suis pas tout seul à l'avoir relevé. Par la force des choses, Sheep in the Box entretient une parenté assez évidente avec AI de Steven Spielberg, qui est l'un de mes Spielberg préférés et l'un de mes films préférés tout court, puisque le film repose sur le même concept. Un couple a perdu un enfant dans des circonstances tragiques, mais heureusement, c'est le futur, donc on peut avoir à la maison un petit robot qui va remplacer dupliquer même notre enfant disparu. Sauf que Koreeda, on le comprend assez vite, a choisi d'aller dans le sens contraire du film de Spielberg. Je suis pas sûr que ce soit conscient de sa part, mais c'est en tout cas la direction que prend le film, puisque là où le Spielberg dit nous sommes des créatures du vivant, nous sommes des êtres humains, nous sommes soumis aux règles du vivant, et notamment au fait que tout se termine par la mort, et donc si on essaie de régler ça avec la technologie, on ne va créer que du désespoir et du chaos. Koreeda nous dit fondamentalement, c'est vrai, ça n'est pas une solution, la technologie n'est pas une solution, mais on peut quand même trouver un moyen de résoudre ce problème, on peut trouver un moyen de... Très bonne vanne. Très bien. On peut trouver un moyen de s'adapter. C'est pas du tout un problème en soi, cette espèce d'optimisme et de candeur, bien au contraire, ça donne au film une certaine fraîcheur, une certaine originalité sur le papier, sauf que à partir du moment où, dès le départ, dès la situation initiale, rien n'est incarné émotionnellement, parce qu'en fait Koreeda semble être pris d'une crise de flemme ou de fainéantise aiguë, et donc ne cherche absolument pas à creuser les enjeux de son récit, à partir de là, plus rien ne peut fonctionner. C'est-à-dire que moi, quand on me dit, voilà un couple, leur enfant est mort, qui plus est écrasé par un train, donc paye ta mort brutale, quoi. Et que je vois que les 2 personnages n'en ont de toute évidence rien à foutre, à partir de là, plus rien ne peut fonctionner. Et c'est comme ça tout le long du film. L'irruption du robot, c'est à peine un problème. C'est à peine un problème. Le fait que ce soit difficile, notamment pour le père, d'accepter que ce robot, c'est à la fois son fils et en même temps pas du tout son fils, qui est quand même un questionnement existentiel paradoxal très 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 difficile. C'est pareil, c'est distillé par petites touches, mais ça ne crée jamais de drame, ça ne crée jamais de conflit, ça ne crée jamais d'enjeu. Et en fait, le film... à mon sens, se révèle très vite totalement neurasthénique. C'est vraiment, j'ai envie de lui mettre un coup de défibrillateur au film, il n'y a rien qui vit là-dedans. Et en plus...
le moment où enfin Koreeda ouvre le robinet des émotions, c'est-à-dire dans la conclusion du film dont je ne dévoilerai rien, c'est le moment où le film sombre dans la guimauve et la mièvrerie la plus confondante. C'est, en ce qui me concerne vraiment, et c'est une grande surprise, hein, mais c'est un énorme ratage. Arthur. Je rejoins globalement Alexis, hein. C'est une vraie déception. La comparaison avec Eya, elle est inévitable. La comparaison avec Black Mirror, elle est inévitable, mais c'est encore moins bien que ce qu'on peut imaginer quand on dit un Eya sauce Black Mirror aseptisé. Moi, j'aime bien cette vision de la SF un petit peu épurée, etc. Mais encore faut-il que la SF existe. Là, j'ai l'impression que tout le monde est déguisé avec la nouvelle collection de chez Muji, où tout est très propre, très lisse. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. La BO, la musique est très belle. La musique est très belle, mais elle est très belle si je veux l'écouter sur Spotify pour me détendre ou si je veux mettre une ambiance un peu lounge avec ma meuf. Pas dans un film guimauve comme celui-là. Je trouve que les deux ensemble, ça rend le truc très épais et c'est dommage. C'est dommage parce que je te rejoins, Alexis, sauf sur un point. Je trouve que alors oui, Koreeda va lancer plein d'arcs, plein de thématiques, il va jamais vraiment les accomplir. On ne sait pas pourquoi. Il y a un personnage que je trouve est incarné dans le film. C'est le personnage de la grand-mère, la mère de la mère, qui elle, par exemple. Un truc très bête, quand elle voit le robot, c'est la seule qui tombe dans les pommes en disant mais what the fuck, je crois qu'il était mort ce gosse. C'est la seule qui a une réaction un peu normale. Alors attention, hein, elle est odieuse avec sa fille, elle va pas être très sympa avec ses petits enfants, elle est pas non plus 100% incarnée, mais je me dis ah tiens c'est marrant, il y a un petit peu de vie dans ce truc qui me semble très fade depuis le début. Et après, à la fin, elle redevient un personnage comme les autres. Donc, je comprends pas très bien ce qui s'est passé. Et puis, tu parlais de la fin, et effectivement, la fin est étonnante parce que sur le papier, ça pourrait être intéressant. Et on va pas la spoiler, mais l'élan de ce petit robot et de ce qui va se passer avec d'autres personnages sur le papier, ça peut être intéressant. Mais du coup, la succession d'événements qui amènent à comment un tel va réagir à ça et comment un tel va intervenir par rapport à ça, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Et le revirement final, je n'y crois pas une seconde. Ouais, non, c'est embarrassant. Et tu parlais de la grand-mère, tu vois, effectivement, le moment où la grand-mère découvre l'enfant et s'écroule de stupeur, c'est le moment où moi je me suis dit, enfin le problème de cette situation va provoquer quelque chose. Cut, séquence d'après, tout est oublié, la grand-mère elle tient sur ses deux jambes, c'est à peine si elle est contrariée. C'est que t'as vraiment l'impression que Koreeda s'est dit au montage, oh mince, mais là il y a beaucoup trop d'émotions, là ça va pas du tout. Je cut cette scène en deux et on passe tout de suite à la scène d'après et on résout tout de suite ce truc-là. C'est un film qui veut pas aller vers la dimension organique de son récit. Alors que c'est un film qui parle de la question du vivant, il est obligé d'y aller. Alors il y a ça, et puis je pense que Simon va vouloir aller sur ce terrain-là aussi, mais moi je commence à en avoir marre des films qui se disent je vais prendre des éléments de science-fiction pour en faire un drame qui n'a pas de science-fiction. C'est un vrai problème. Simon. Non, après, le film a une immense qualité qu'il faut quand même qu'on mentionne avant de continuer à le vider comme une truite, c'est que comme le dentiste, c'est vachement bien quand ça s'arrête. Et non, voilà, non. Merci. Il adore l'humour, tu sais. Ouais, ça m'a fait rire pour de vrai. Ah bon, merde. Il bon. l'a fait une fois tous les 3 semaines. Oui, mais je suis bon public. Tu es fatigué peut-être un petit peu. Pensez à nos auditeuristes qui là se plient de rire et ne comprennent pas pourquoi vous êtes à ce point de triste cire. Non, alors donc pourquoi c'est nul C'est nul parce que déjà, oui, effectivement, il y a un film qui commence par le carton. Dans un futur proche. Pas si lointain. Pas si lointain, oui. Pas si lointain. Non, mais c'est pire encore. Non, mais ce que je veux dire, en gros, c'est qu'on est quand même dans le futur. Fut-il pas si lointain ? Et là, l'image que t'as, c'est l'image d'une baie urbaine, tout ce qui est le plus banal. Et là, tu vois un putain de drone de livraison, comme il en existe déjà à plein d'endroits dans le monde. Et tu fais genre, oh, bah c'est le turfu, mon chéri. Et en fait, tout va être à l'avenant. Je reviens pas sur les remarques esthétiques que tu as faites, Arthur, parce que je les partage. Effectivement, c'est vraiment le futur cheap d'un court-métrage étudiant d'une école du côté de Palavas-les-Flots. Et puis, en fait, le vrai souci, c'est quoi ? C'est que Koreeda, c'est un metteur en scène du lien. Souvent du lien familial, mais pas uniquement, et qui s'intéresse à qu'est-ce qui fait lien. Comment les personnages, les humains se rapprochent, s'accrochent et demeurent ou ne demeurent pas liés. C'est toujours ça, hein, son cinéma, depuis bien longtemps. Et tant mieux, ça a donné des films magnifiques, des films justement palmés. Ben là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quantité de thèmes, d'éléments, d'ingrédients et de codes auxquels il peut pas totalement se soustraire, de la science-fiction notamment,
qui l'empêchent ou qui font qu'il ne sait plus comment travailler ça. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il est bien obligé à un moment de nous représenter le fait que ses parents, ils vont aller dans une entreprise où on va leur faire un peu de réclame, ils vont découvrir les premiers Nono les petits robots, et puis ils vont se faire livrer le robot, le brancher, il y aura des problématiques face à son entretien, tout ça, ça prend du temps dans le film. Or, ça l'intéresse pas. Mais ça l'intéresse tellement pas qu'il fait tout ce qu'il est contraint de faire autour de cet axe-là, ça prend quand même du temps, mais jamais à un moment on se posera la question de, et cette grosse boîte, c'est quoi un peu sa moralité, comment elle gagne du pognon, comment elle traite les gens, est-ce qu'un jour, est-ce que ton gamin, tu l'as en location, t'en es propriétaire, on peut te le reprendre, est-ce qu'il chante des pubs, enfin non mais tu vois, tout ce qui serait normalement des trucs de science-fiction, ça lui prend quand même du temps, mais il les traite pas. Du coup, il a plus assez de temps pour ses liens familiaux, et en gros à un moment, tu vois, t'as le père qui dit à son épouse, ah bon, vraiment, on n'a pas fini de faire notre deuil, tu veux déjà prendre un enfant en boîte de conserve, c'est pas terrible. Elle fait, bah oui, mais j'ai envie. Bon, bah d'accord. Ah ok, voilà. Et en fait, tout est à l'avenant. Donc le film ne travaille rien, ne donne à aucun moment signe de vie. Et le pire, c'est qu'il rate tout ça, alors qu'il y avait pourtant un truc à jouer en regard avec AI, parce que AI de Spielberg, c'est ce récit terrible vu à travers les yeux de l'enfant. Là, c'est vu à travers les yeux des parents. On pourrait se dire, bah oui, effectivement, ils ont peut-être pas du tout le même ressenti. Peut-être que cet enfant robot qui lui a plein d'angoisses, de questions, qui apparaissent dans le film sans jamais être incarné, mais où il dit genre, mais alors du coup, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas, tu vas me rendre à l'usine. Tu le traites pas de la même manière quand c'est à travers les yeux des parents et les yeux des enfants. Et là, c'est juste pas traité. Et pour moi, enfin, et j'en finirai par là, le dernier signe du ratage total, c'est qu'il a tellement peu de matière avec ses parents qu'il a pas réussi à écrire, qu'à certains moments, on bascule de point de vue pour être un peu avec l'enfant, de manière tout à fait inconséquente. Et puis on revient sur les parents. Là, tu fais, non, en fait, il faut choisir. Si tu veux vraiment avoir un point de vue incarné, que je donne des conseils à Coréada. J'adore ma vie. Non, mais je veux dire, déjà, tu ne tutoies pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le film, pour moi, souffre de son incapacité à embrasser son sujet, de son inconséquence dans tous les domaines, et du coup, c'est nul. J'avais une petite question, justement, moi qui n'ai pas vu le film. Premièrement, est-ce que le film est malgré tout divertissant? Parce que Koreeda, ok. Et la deuxième, c'est moi, dans ce que vous dites, ça me rappelle pas mal After Yang aussi, dans l'idée. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que... Non, ok, c'est très bien. Je vais pas répondre sur After Yang, mais moi, je vais en dire un mot pour compléter, c'est ce que mes camarades ont déjà très bien dit. C'est un film totalement atone, vraiment. C'est-à-dire que c'est un film qui a pour ambition de sortir de la dialectique de l'IA c'est bien, l'IA c'est mal, pour aller vers une sorte de synthèse matérialiste et de se dire finalement, et si nous pouvions recréer une sorte de jardin d'Éden avec humains et non-humains, etc., etc. Bon, bref. Mais il faut 1h50 pour en arriver là. Et surtout, moi, quand j'ai vu ça, alors que j'aime vraiment bien le cinéma de Koreeda, encore une fois, je trouve ça extrêmement joli, extrêmement sensible. Le problème, c'est que là, ce n'est pas sensible, c'est mièvre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je suis sorti de ce film en me disant, voilà un film de vieux monsieur. Ce qui est terrible parce que Koreeda a 63 ans. Et en général, 63 ans, t'es pas cramé encore, tu vois. Et c'est de vieux monsieur dépassé par son époque et qui se dit, ah tiens, j'ai trouvé un angle pour parler autrement de la robotisation et de ces enjeux de survie mémorielle qui sont par ailleurs des enjeux éthiques intéressants, dont se sont évidemment saisis Black Mirror de manière, d'ailleurs, dans un des très bons épisodes de Black Mirror, qui raconte exactement la même histoire, sauf que c'est pas avec un enfant, c'est avec un amant, un conjoint disparu. Et qui est un des des épisodes très forts. C'est de la première saison. Saison 2. Ah ok, saison 2, ouais. Bref. Donc voilà, en sachant que par ailleurs ces choses-là commencent à exister, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'IA, il y a des sociétés, notamment aux États-Unis, qui proposent de moissonner tous les réseaux sociaux, les mails, etc. De vos proches. Et je crois que ça existe aussi. Enfin, il me semble, il faut la vérifier, mais j'avais fait un épisode là-dessus il y a très longtemps, la méthode scientifique, sur des IA qui proposent littéralement de permettre de créer des chatbots avec des personnes disparues en fonction des informations. Donc c'est quelque chose de très contemporain. Sauf que Koreeda n'a rien d'autre à proposer ni à raconter sur ce sujet-là que une espèce d'utopie Miyazaki-esque dans le moins bon sens du terme de retour à l'harmonie naturaliste, rousseauiste. Enfin, malheureusement, ça n'a aucun sens, et ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas de point de vue. Et donc, voilà, ça donne un film même pas très bien cadré, pas très joli, avec des histoires parallèles. On comprend pas très bien ce que c'est que cette espèce de petite communauté ou qui est ce type en noir qui va récupérer les gamins et qui les... Voilà, il y a une tentative à un moment donné de basculer sur une branche de thriller où on dit « Ah, mais notre fils n'est peut-être pas mort écrasé par un train, mais peut-être a-t-il été enlevé par un tueur en série, mais en fait, ce sera jamais totalement résolu. » Bref, c'est très ennuyeux.
Non, mais voilà, enfin, je veux dire, je peux pas dire mieux que ça, c'est très ennuyeux. Pour conclure, peut-être, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand Simon parlait du nouveau film qui s'appelle La Poupée, avec Vincent McCain, si je ne me trompe pas. Ah oui, Koreeda, en 2009, a sorti un film qui s'appelle Airdoll. Alors, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est quand même l'histoire d'une poupée sexuelle qui prend vie et qui s'interroge sur sa place dans le monde, elle qui n'est pas humaine, son rapport aux autres, son rapport aux hommes, etc. Le film est de 2009, donc il n'est pas si vieux et il est 1000 fois plus intéressant que toutes les problématiques qu'il peut essayer d'amener ici. C'est donc Ship in the Box d'Hirokazu Koreeda. Le film, il faut faire un petit tour de palmomètre, mais je vais vous donner quelques informations sur le casting, notamment Haruka Ayase, Daigo Yamamoto et Rimuku Waki, qui est le petit garçon qui joue d'ailleurs assez remarquablement bien. Tout à fait. Le film est prévu pour une sortie le 16 décembre en France. Un petit tour de palmomètre. Rien. Rien du tout, parce qu'en plus je pense qu'il va y avoir la frustration de l'attente du nouveau Koreeda, et tu tombes sur ça, c'est rédhibitoire. Moi je pense que Palme, il y aura que dalle. Simon. Pareil. Same, soum soum. Oh, mais t'es très drôle toi aussi aujourd'hui. Mais oui, donc, pouf, c'est depuis quand je suis en débardeur, mon humour diffuse, rejaillit. C'est comme mon odeur de transpiration. Autre retour sur la croisette, celui de James Gray, qui en est toujours reparti bredouille et non pas broucouille, ou les deux. Après un détour partiellement réussi ou partiellement raté, c'est selon par la science-fiction, James Gray revient à ce qu'il sait faire, à savoir un film noir qui suit une famille qui s'embourbe dans des affaires mafieuses et qui voit sa vie basculer. C'est un film avec Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller. Je vais me retourner vers celles et ceux qui en sortent tout juste, pour qui c'est tout frais, à commencer à Sophie, puisque le film est encore tout frais, contrairement à nous. C'est vrai. C'est intéressant parce que moi je ne suis pas du tout familière de cette partie-là du cinéma de James Gray. Il m'en manque quelques-uns, j'en connais beaucoup. Il y a, vous le savez, si vous nous écoutez depuis longtemps, je voue un culte sans limite à Two Lovers ou à Armageddon Time, donc vraiment son cinéma plus intime. Mais il me manque son cinéma un peu de gangster, son cinéma plus masculin. Je le connais pas, donc là je le découvre et c'est un film que je trouve très poli. Je passe globalement un moment pas désagréable, déjà parce que le casting est absolument fabuleux. Je trouve que tout le monde joue très bien. Adam Driver, il est magnétique dans le film. Il tient au moins l'une des plus grandes scènes du film, si ce n'est la plus grande scène, dans un champ de maïs. Et il est tout à fait formidable. Il a une corporalité, une gestuelle qui colle parfaitement. Je reconnais James Gray dans des effets de mise en scène qui sont très signifiants, même si le film me paraît tout petit dans sa filmo, me paraît finalement assez anecdotique. Il y a quand même quelques scènes où je reconnais la maestria de la mise en scène signifiante de James Gray. Et je vais vous donner un exemple que vous pourrez voir quand vous verrez le film. Il y a la scène qui est une espèce de réponse involontaire à une bataille après l'autre, une scène de course-poursuite qui est filmée intégralement dans le rétroviseur avec un arrière-plan, du coup l'avancée de la voiture, genre le devant du capot, qui est complètement flou. Et en fait, dans cette scène-là, je ne vous raconte rien des tenants et des aboutissants de l'histoire, James Gray nous dit quand même, déjà avec sa mise en scène, que ce personnage de toute manière n'a plus d'issue. Il n'a plus d'issue et en fait le film est ponctué comme ça de jolis effets de mise en scène qui au final sont au service d'un scénario que je trouve globalement assez convenu. C'est pas du tout un mauvais film, j'ai passé un moment. Je crois que j'en attendais malgré tout un peu plus, ou peut-être que je ne suis juste pas faite pour cette partie-là de son cinéma et que je vais rester sur quelque chose de plus intime. Je me pose la question, je vous le dirai un jour, mais c'est un bon film. Et c'est un peu dommage de dire c'est un bon film pour un James Gray. Alexis. C'est un James Gray mineur, donc un bon film, et qui n'atteint pas les degrés de maestria et d'intensité de La Nuit nous appartient, pour citer l'exemple le plus connu de sa période gangster. Ce qui est passionnant avec James Gray, c'est qu'en fait, il a réussi à tromper le public et la critique pendant littéralement des décennies, puisque on est tous et toutes persuadés, ou du moins c'est comme ça qu'on le présente souvent, qu'il y a deux James Gray. Il y a le James Gray qui va investir le polar, le genre, qui va faire un peu du film de flic, du film un peu méchant, un peu violent. Et puis il y a le James Gray plus tendre, qui va s'intéresser à la famille, qui va s'intéresser à l'intimité. En fait, ce que James Gray a très bien compris dès le début de sa carrière, c'est que le film de gangster en soi, c'est un genre qui n'existe pas. En vérité, les films de gangsters sont les drames familiaux. Ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'un gang, c'est un clan, c'est une famille. Et pourquoi on se fait du mal ? Parce que dans une famille, on se fait du mal. Et il creuse encore une fois cette thématique-là.
je vais commencer tout de suite par dire ce qui est peut-être la limite du film, la raison pour laquelle c'est pas un James Gray qui restera autant dans les annales, je pense, que d'autres de ses films. C'est parce que c'est un retour aux sources, donc un peu un retour en arrière aussi. Tu sens que James Gray avait besoin d'un projet peut-être plus confortable, un peu moins viscéral, un peu moins personnel que Armageddon Time, et donc il revient à ses premières amours. Sauf que ça reste un des représentants les plus doués et les plus rigoureux du néoclassicisme hollywoodien. C'est parfaitement emballé, c'est parfaitement photographié. Adam Driver est impeccable, mais vraiment impeccable. Je suis moins convaincu par Miles Teller, parce que vraiment Miles Teller, le problème c'est qu'il fait très jeune, donc tout le long du film j'ai l'impression de voir un adolescent déguisé en père de famille, et ça j'accroche jamais complètement. C'est rigolo, j'ai vu ça sur Barry Keoghan dans Butterfly Jam. Autre exemple, Barry Keoghan, mec qui fera certainement jeune toute sa life. Ouais, c'est fou. Tu le sais déjà. Mais... Moi j'ai eu la même chose avec Isabelle Huppert dans le film d'Oscar Farhadi. C'est ça qui a fait vraiment jeune. Mais elle a quoi, 32, 33 on est de la 28. Ah oui, c'est vrai qu'elle est plus jeune que moi. Non, mais voilà, moi je trouve que le film est dans une zone de confort, et parfois ça aurait été peut-être nécessaire qu'il en sorte un petit peu. Néanmoins, la raison pour laquelle je suis content de le voir en compétition officielle, c'est parce qu'il y a dans ce film-là une petite nouveauté tout de même dans le cinéma de James Gray, c'est les emprunts qu'il fait à l'épouvante et à l'horreur. Il y a des séquences dans le film qui m'ont autant glacé le sang et autant mis sous tension que certaines séquences de films d'horreur que j'ai vues récemment, alors que pourtant sur le papier, l'histoire ne s'y prête pas trop. Il y a notamment une scène dans une voiture filmée très simplement, une scène de simili-prise d'otage. Moi, j'ai pas respiré du début à la fin de cette séquence. Donc voilà, c'est un film que, encore une fois, je trouve un peu mineur dans sa filmographie, beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins chef-d'œuvresque, entre guillemets, que par exemple The Lost City of Z, qui je pense reste à date mon James Gray préféré. Mais ça reste très bien usiné, et ça fait plaisir, d'autant plus que James Gray, il a 57 ans. Donc il est quasiment de la même génération que Koreeda, ce qui est donc bien la preuve que même quand on approche de la soixantaine, on peut encore faire des films solides, à condition de se sortir un petit peu les doigts, passez-moi l'expression. Arthur. Je rejoins vraiment Alexis et Sophie, enfin surtout Alexis, désolé, sur à peu près 100% de ce qui a été dit. C'est vraiment, j'ai le même avis. Je rajouterai 2-3 petites pièces à l'édifice, parce que ça sert à rien de rajouter, de répéter ce qui vient d'être dit, mais juste, il y a des scènes d'angoisse, certes, mais il y a une autre séquence qui, moi, m'a cloué le bec, et qui est pas vraiment de l'horreur pure, parce qu'on pourrait penser aussi à une scène d'intrusion de maison ou quoi, mais moi, il y a une scène dans un champ de maïs. On a déjà eu des champs de maïs chez James Gray par ailleurs, mais il y a une séquence d'attente dans un champ que je trouve incroyablement bien composée et montée, et qui m'a tenu, mais alors vraiment à un niveau plus que n'importe quelle autre séquence dans le film, vraiment, qui moi m'a soufflé. Adam Driver, tu l'as dit, il est super, mais il est super parce que c'est pas un rôle dans lequel on a l'habitude de le voir. Là, il joue le grand frère, un peu charismatique, mais un peu violent, qui traîne dans le milieu de la mafia, mais pas vraiment de loin, mais quand même un peu là. Et quand il vient de ceinturer le visage, il va vraiment ceinturer le visage. Ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien. Scarlett Johansson, elle est super. La musique est un petit peu trop pesante et moi je suis pas d'accord, lourde. je l'adore, moi je la trouve super la musique. Moi je la trouve un peu épaisse, tu vois. Je partage ta réserve, Arthur, mais moi je la partage sur tous les films de James Gray. Moi c'est le truc à mon sens il réussit jamais complètement. À chaque fois je trouve que la musique est un potard trop loin, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. En tout cas, en gros, pour terminer, parce que vous avez compris que j'aime globalement le film un peu comme tout le monde là. C'est marrant, on avait ce débat avec Sophie en sortant de la séance. J'ai dit, je trouve la photo très belle. Sophie m'a dit, oui, mais c'est James Gray, c'est toujours très beau. Je suis, bah oui, mais il faut quand même le souligner. On est à une époque où on voit parfois des films qui sont pas ouf, d'autres qui sont décevants. Il faut quand même souligner que quand il y a des grands artistes qui font même ce qui nous semble être le strict minimum, il faut quand même le dire. La photo est canon. Le film est magnifique, il est très bien fait, il est très bien écrit, même si c'est le minimum pour du James Gray, faut le dire, les personnages sont bien caractérisés, ça a de la gueule, enfin je sais pas, moi je suis pas pour ce truc de regarder à minima en disant de toute façon si James Gray c'est pas magnifique, c'est décevant, non, il y a plein de films qui sont pas aussi beaux que ceux de James Gray, donc voilà. Moi ça a été une petite déception, mais malgré tout un vrai bon film de compétition. Avant de donner la parole à Simon qui va copieusement pisser sur votre enthousiasme, je tiens à préciser que la musique est signée Christopher Spellman, qui a déjà fait la musique de The Immigrant et de The Lost City of Z, qui avait collaboré en tant que consultant sur Two Lovers, La nuit nous appartient, et The Yards. Un collaborateur de longue date, ouais. Voilà, c'est ça. Et The Yards, dont la musique était évidemment signée par Howard Shore. Bien sûr. Qui est une partition magnifique. Ah ouais, la musique de The Yards, c'est balèze. Incroyable. Simon, sorte des braguettes.
Alors, il y a bien quelque chose sur lequel je vais rejoindre mes camarades, c'est le fait que ce film, il se distingue, il ressort au sein de la compétition officielle. Mais à mon sens, ça en dit plus sur la compétition officielle que sur le film, parce que pour que cette œuvre-là puisse avoir ce genre d'aura, à mon sens, ça témoigne de combien la compétition officielle cette année est un véritable champ de ruines. Parce que non seulement ça me semble être le plus faible des James Gray, mais en dehors de quelques qualités indiscutables et qui m'ont assez impressionné, sur lesquelles je reviendrai, pour moi, c'est terrible. C'est-à-dire que il est entendu qu'il y a plein de metteurs en scène, plein de cinéastes qui retravaillent les mêmes motifs, qui font, on dit qu'ils refont toujours le même film. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, ça me passionne parce que quand c'est réussi, tout simplement, on nuance, on repense, on reconfigure, on s'intéresse à ce qui nous intéresse et c'est passionnant à suivre au long d'une carrière, mais ça peut aussi devenir de la redite et de la répétition. Et là il se passe l'inverse, au lieu de nuancer, de donner de la chair et de l'épaisseur aux thématiques qui intéressent, au contraire on les vide, on les évite et on les stérilise. Et là, moi, dans ce film, c'est terrible. C'est que j'ai l'impression de voir un cadavre exquis de plein de scènes, de plein de scènes de son cinéma. La poursuite en voiture depuis l'intérieur de l'habitacle, comme dans La Nuit nous appartient. Dans La Nuit nous appartient. Les confrontations fraternelles symboliques ou réelles, dans Little Odessa, dans The Yards, dans La Nuit nous appartient. Le hop, je disparais dans la végétation, comme dans le City of Z, comme dans La Nuit nous appartient. Et je pourrais continuer comme ça 10 minutes. Mais à la limite, si ça n'était que des motifs. Le problème que j'ai, c'est que vous avez parlé de l'écriture. Pour moi, l'écriture, elle est très défaillante. Je trouve que la première demi-heure du film est pas loin d'être catastrophique à ce niveau-là. C'est-à-dire que, heureusement, qu'il y a Adam Driver pour tout emmener de son charisme. Parce que moi, les relations entre les deux, c'est pas si clair que ça. Il faudra à un moment, d'ailleurs, un pur dialogue au bout d'une heure et quelques de film avec deux flics pour qu'on comprenne un peu quel a été le mouvement de carrière de Driver et là où il en est au début du récit. La nature de la relation entre les deux, je trouve qu'elle est pas si évidente. En fait, moi, je la comprends parce que j'ai vu des films de James Gray, pas parce que c'est bien fait et joué devant moi. Il y a comme ça énormément de trucs qui, d'habitude, chez James Gray, passent en 2 plans. Un effet de montage, de la mise en scène, un quart de réplique, un haussement de sourcil qui, là, je trouve, moi, manque cruellement. Tout comme l'élément perturbateur, que je vais pas du tout dévoiler ici, qui fait basculer ça de potentiel récit criminel à vrai drame terrible qui se passe une nuit au bord de quai. Ça bascule sur une scène géniale, mais l'élément déclencheur, je le trouve très flou, vraiment très flou. Donc voilà, moi je suis immensément déçu par le film. Néanmoins, je suis d'accord avec vous, il y a 3-4 séquences qui sont des séquences d'effroi, d'angoisse que je trouve vraiment stupéfiantes pour le coup. Indiscutablement stupéfiantes. Ce que je note dedans, c'est peut-être la première fois chez James Gray, enfin pas la première fois, une des premières fois, où le temps est à ce point-là suspendu, où il sort des nécessités du récit. C'est-à-dire que ce soit le premier plan où apparaît à contre-jour Miles Teller, il est en train de bricoler, mais pendant un instant, t'as un doute. Est-ce qu'il est en train de bricoler ? Est-ce qu'il est en train de couper un corps ? Est-ce qu'il est en train de scier un fusil à canoncier, comme on l'a vu dans 100 000 films de gangsters ? Il y a bien sûr cette séquence d'invasion de la maison, une pure séquence d'horreur. Et il y en a plus. La voiture, tu l'as très bien dit, où vraiment à un moment, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne comprend pas ce qui va se passer. On n'est pas sûr même que c'est le lien logique avec ce qui arrivera après, ce qui est arrivé avant. Et ça, c'est des moments fous. Et ça me fait me dire que James Gray, moi, je lui conserve tout mon amour et tous mes espoirs. Il est toujours vivant. Il a peut-être intérêt à vraiment... comme il l'a tenté déjà plusieurs fois, et notamment avec Ad Astra, à couper le cordon avec ses récits habituels, à sortir de ces genres-là dont il n'a plus rien à dire, parce qu'il y a manifestement des émotions de cinéma et des univers de cinéma dans lesquels il est encore en pleine puissance et où il va sûrement nous emmener vers des terrains inconnus. Alors, s'il pouvait ne pas retourner vers la science-fiction, je pense que ça arrangerait tout le monde, parce que c'était quand même vraiment pas franchement réussi. Non, moi je suis pas d'accord, je vais terminer par une petite note positive, je suis pas d'accord, enfin je suis globalement d'accord avec mes camarades, mais je suis pas d'accord avec cette espèce de défaitisme qui est vraiment très dans l'air du temps, si on écoute Pascal Praud de Simon Rio. On sent que toi tu vas arriver avec des gros arguments. J'exagère. Non, je veux dire, il faut pas bouder son plaisir. Je veux dire, je comprends tout à fait aussi le désir d'un réalisateur, à un moment donné, de retourner dans des univers, de revenir à quelque chose qu'il sait faire, qu'il sait usiner, qu'il aime faire et qu'il aime travailler. Je veux dire, après s'en être écarté, revenir à exactement l'espace, comme le disait très très justement Alexis, de la famille, de la trahison, de la mafia, des vies qui commencent à basculer et de l'angoisse. Moi, j'aimerais dire un mot de ce dont vous avez moins parlé. Scarlett Johansson est l'une des meilleures actrices contemporaines
Point final. Oui, mais on va pas le mentionner à chaque film. Non, bah oui, ça fait 25 fois qu'on le dit, c'est bon, c'est acté. Mais c'est acté, on le sait. Sauf qu'en mère de famille juive de 50 piges avec une permanente absolument délirante, confrontée à l'angoisse, à l'anxiété, celle de sa propre mort et à la maladie, elle est remarquable. Si je peux aller dans ton sens, elle est formidable, Scarlett Johansson, et je trouve qu'on lui donne pas assez de rôle justement à la hauteur de sa délicatesse de jeu, et je trouve ça un peu dommage. Je tiens à dire que James Gray est sans doute l'un des meilleurs directeurs d'acteurs, l'un des meilleurs directeurs d'actrices. C'est-à-dire que déjà dans Armageddon Time, j'avais été à peu près soufflée genre de la performance d'Anna Hathaway, et je trouve qu'il est... il arrive à dégager quelque chose. Mais c'est le meilleur dans sa discipline. À l'heure d'aujourd'hui, à Hollywood, si t'es un acteur ou une actrice, même un acteur fragile ou inconstant plutôt, comme Joaquin Phoenix, si tu joues chez James Gray, tu vas bien jouer. En termes de direction, c'est le meilleur. Oui, mais je connais je vois des réalisateurs qui savent très bien diriger les hommes et pas les femmes. Et lui, pour le coup, il arrive à donner de la consistance. Et donc Scarlett Johansson, je te rejoins. Elle est super, même si effectivement elle a un rôle secondaire, mais elle a un rôle secondaire qu'elle habite à chaque plan de manière tout à fait phénoménale. Je vais décrire et rentrer un peu plus dans cette scène de Home Invasion qui est un pilier du film. Moi, alors, il s'avère que c'est l'une de mes anxiétés principales, comme d'autres sont arachnophobes. Moi, je suis home invasionophobe. J'étais, pour le coup, pétrifié sur mon siège parce qu'elle est remarquable. Elle dure 15 minutes et elle est terrifiante de A à Z. Et là, on voit que contrairement à ce que dit Simon, il a encore des choses à raconter dans cet univers-là. Il a quelque chose à faire basculer dans la noirceur, dans les... Moi, j'ai l'impression que c'est le film le plus sombre, le plus obscur en termes de photographie que j'ai vu de James Gray depuis très longtemps. Tout est littéralement sous-exposé en permanence. C'est un film où on ne cesse d'évoluer à l'intérieur des ombres portées dans la nuit. Et je trouve que la photo est encore une fois très belle. Et donc, c'est certainement pas son film majeur, mais enfin, quel plaisir de retrouver quelqu'un, de retrouver un grand réalisateur dans un univers qu'il connaît, qu'il possède, qu'il continue à explorer, même si ce sera certainement pas le film principal que je retiendrai par sa nouveauté, par les perspectives absolument novatrices qu'il ouvre dans ma cinéphilie. Et ben, j'étais très très content de voir ce film, et je serais peut-être même content de retourner le voir quand il sortira en VOD, parce que j'ai passé un très bon moment de cinéma, et voilà, c'est déjà pas mal. Et là où je rejoins Simon, c'est que c'est déjà pas mal, surtout vu le niveau global du reste de la compétition. J'aimerais juste rajouter un petit truc, et peut-être après on s'arrêtera peut-être là, parce que le film finira par sortir en salle tôt ou tard, donc on en reparlera à ce moment-là. Encore, hein. Non, il n'a pas de date, mais il a un distributeur français qui est SND, donc normalement ça va bien se passer. Trop bizarre d'ailleurs. Oui, non, mais bref, peu importe. Non, mais deux choses. Déjà, la première, va vraiment falloir arrêter de dire que James Gray doit pas s'approcher de la science-fiction. Si il avait pas été dépossédé de son montage sur Ad Astra et qu'on lui avait pas imposé une fin qui est littéralement la contradiction pure de la fin qu'il avait écrite dans son scénario, il aurait fait un très grand film. Et peut-être un des meilleurs films de SF de ces dernières années. Rien qu'en termes de mise en scène, ça a éteint Interstellar. Et pourtant, j'aime beaucoup Interstellar. Bien sûr. Mais il faut arrêter. Tout le monde lui tape dessus, alors qu'il faut taper sur les producteurs. Merci. Deuxième chose, moi j'ai eu la chance dans ma vie, il y a 15 ans maintenant, d'aller à New York. C'est une ville dont la grandeur est absolument vertigineuse. À chaque fois que James Gray filme New York, j'ai l'impression qu'on est dans un petit village. C'est vraiment, il arrive à ramasser l'atmosphère de cette ville sur un environnement très restreint pour en faire une espèce de cloaque. Et pour moi, c'est là qu'est la clé de sa tragédie, en fait, et de son sens de la tragédie. Quand tu vis dans un espace aussi restreint que les personnages de James Gray, tu peux inventer tous les stratagèmes du monde. De toute façon, tes ennemis vont te retrouver parce qu'ils sont toujours trop près de toi. Et à nouveau, Paper Tiger cultive ce sillon-là, et à mon sens, plutôt bien. Palmomètre. À part éventuellement un prix de la mise en scène ou du scénario, parce que des fois ça tombe de manière un peu random. Je pense qu'hélas James Gray va passer à côté du palmarès une fois encore. Comme moi je trouve que le scénario est pas terrible, il pourrait avoir le scénario. Enfin je veux dire pas terrible, c'est pas ce qui prime dans le film, alors que de lui donner un truc, quoi. Ouais, histoire de lui donner un truc. Sinon malheureusement Adam Driver est pas à la hauteur par exemple du Sorogoyen en termes de prestation d'acteur. Il a beaucoup moins de temps d'écran, donc si c'est pas scénario, c'est rien, quoi. Arthur, peut-être un petit prix du jury sinon. Non, mais de lui donner quelque chose. Pardon, excusez-moi, je vous corrige sur un truc parce que je suis d'accord et en même temps pas d'accord. Quand vous dites que la compétition est faible, on a quand même eu 2 énormes coups de cœur hier avec le Hamaguchi et Sorogoyen. Donc il y a quand même des gros morceaux. Et c'est que le début. Pour rappel, à l'heure où on enregistre ce soir, on voit 3 films. On voit 3 films dont 2 sont des très gros morceaux très attendus. Donc
À l'heure actuelle, Moi, je suis je le dans ta- verrai bien dans le palmarès. Il est possible que demain je vous dise non, c'est mort. Jamais il y sera. Jamais il y sera. Mais je suis dans ta team, Arthur. Je trouve qu'on a. Merci. Vous êtes un peu méchant. C'est pas parce qu'on a commencé un peu faiblement qu'on n'a pas quand même des gros morceaux, et notamment un très, très, très gros morceau hier. Oui, mais c'est clair. c'est pas une compétition. Et on parle de la compétition officielle uniquement, parce que moi j'ai vu de très très bons films sur les autres compétitions. Mais bon, bref, Simon. Alors moi je pense qu'on n'est pas à l'abri de récompenses un peu solides, voire très importantes pour le James Gray, déjà parce qu'il n'en a jamais eu. Donc C'est vrai. il y a une prime, si j'ose dire, au jury qui le consacrera. C'est pas genre c'est sa deuxième palme où il a eu 15 000 fois tel prix. Donc il faut pas sous-estimer ça. Et surtout, je pense alors une fois, à l'heure où nous enregistrons, bien sûr, mais dans une compétition qui, en tout cas, fait pas l'unanimité pour l'instant, où ne donne pas l'impression, de n'avoir que des gros morceaux, ça peut être un vrai, si les gens s'écharpent un peu au moment du vote, un vrai film de consensus. Ah, tout à fait. un aura, quoi. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc je partirai pas du principe qu'il aura rien du tout. Ouais, moi, je suis pas confiant. Ouais, non, je sais pas, comme Simon. Non, je me rends compte que j'avais pas ma blague du jour, donc je viens de vous en trouver une un peu à l'arrache. Vous connaissez le comble du mafioso ? Le comble du mafioso Non. Non. C'est de faire disparaître les témoins de son mariage. Oh bah elle était vraiment à l'arrache. Elle est mignonne. Elle est mignonne. mignonne. Oui, elle est mignonne. Allez, si vous nous écoutez, je voudrais un peu de sérieux. Si vous nous écoutez, que vous avez un kink inavouable sur les stations-service, c'est ok. C'est ok. Je vous le dis en toute amitié et avec toute la sagesse de mon expérience. C'est ok. Bon, ceci étant dit, la conséquence c'est que vous vous êtes peut-être déjà retrouvé avec du gasoil dans les poils, du samplon dans le fion ou du fioul dans les artères, qui est le vrai titre du premier long métrage de Pierre Le Gall. Désolé s'il nous écoute. Étienne est un chauffeur routier dévoué et passionné, chevillé à la route chaque semaine au détriment de sa vie affective. Il se contente de brèves entrevues sur des parkings d'aires d'autoroute avec des anonymes. Mais lorsqu'il rencontre Bartosz, un routier polonais, son cœur chavire. Le film est en compétition à la Semaine de la Critique, qui, pour le coup, a une très très belle compétition, comme chaque année, aurait-on envie de dire, avec Alexis Mananti et Julian Swiecki, qui est un DJ polonais manifestement, et que je suis le seul à avoir vu. Eh oui. Eh bien, foncez voir du fioul dans les artères, ça sort le 2 décembre. Non, écoutez, sur ce trope, entre guillemets, du cinéma d'auteur, de se dire, on va prendre un milieu difficile, très hétéronormé, et on va injecter là-dedans une situation de changement, de sexualité, de genre, enfin bref, c'est-à-dire quelque chose qui, normalement, est a priori pas cohabitant facilement avec le milieu dans lequel c'est filmé. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très bon. La petite dernière fait partie de ce type de film-là. Eh bien, du fioul dans les artères fait vraiment partie aussi des très très grandes réussites. Pour quelles raisons ? Déjà parce que Pierre Le Gall déploie, et c'est pas évident, toute une palette de mise en scène autour de ce que c'est que de vivre littéralement dans une cabine de camion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cet espace exigu qui est chez soi, qui n'est pas chez soi, dans lequel on doit vivre, travailler, éventuellement faire l'amour, manger, dormir. C'est remarquablement interprété. Et puis surtout, ce qui est passionnant, c'est que dans cette histoire d'amour impossible entre un routier français et un routier polonais, le polonais étant le low cost du routier français, c'est-à-dire que Pierre Le Gall aborde aussi cette thématique-là, c'est littéralement son concurrent et un peu son ennemi, puisque à cause de lui, eh bien, c'est la dévaluation des prix, parce que lui a de moins en moins de boulot, parce que le boulot est de plus en plus donné à ces routiers polonais qui acceptent des rythmes de travail, des temps de parcours absolument inhumain. C'est aussi un des sujets du film. Et comment est-ce qu'on non seulement peut construire et peut imaginer avoir une histoire d'amour dans ces conditions, dans un milieu particulièrement masculin et hétéronormé, et en plus quand on ne se voit littéralement jamais et qu'on ne fait que se croiser sur la route. Il y a une très très jolie scène où ils s'amusent l'un et l'autre à se croiser sur un pont qui est le pont de Saint-Nazaire. Bref, le film ne tombe jamais dans les clichés. Le film refuse même, et ça je trouve que c'est vraiment à mettre à son crédit, la facilité de se dire « Ah bah ouais, mais le milieu il est homophobe, donc du coup... » En fait, l'homophobie, elle est en arrière-plan, mais ça n'est pas le sujet du film. Étonnamment, ce routier-là, son homosexualité est relativement bien acceptée par sa famille. Elle est même relativement bien acceptée par certains de ses collègues de travail. Donc, il évite les pièges du cliché et il donne finalement une sorte de rom-com
assez incroyable, sur fond quand même de politique, de qu'est-ce que le dumping social fait à ces métiers qui détruisent littéralement les corps, parce que quand on passe des heures et des heures à pas dormir, à être obligé d'enchaîner les trajets de nuit sans se reposer, à se bousiller le dos, en fait ça détruit littéralement les corps. Bref, Pierre Le Gall est toujours au bon endroit, il est toujours au bon endroit dans son scénario, il est toujours au bon endroit avec sa caméra, il est toujours au bon endroit avec ses acteurs. C'est un gros oui, en fait. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce film et j'ai vraiment hâte que vous le découvriez. Il sort le 2 décembre prochain et ça s'appelle non pas du gasoil dans les poils, non pas du sans-plomb dans le fion, mais bien du fioul dans les artères avec Alexis Malanty et Julien Siezewski, pardon. Les noms polonais, c'est pas tout à fait. Et bravo à Va et à la team de sélection de la Semaine de la Critique qui est, encore une fois, vraiment de très très haut niveau. Toujours à la semaine, et toujours premier film, celui de la chef opératrice Marine Atlan, qui s'initie sa première réalisation. Dans La Gradiva, on suit un groupe d'adolescents en voyage scolaire à Naples, leurs errements amoureux, leurs désirs, leur colère et la naissance de leur conscience politique. C'est avec un groupe de jeunes acteurs et actrices non professionnels, Cola Quignard, Suzanne Gérin, Mithia Capelier et la prof qui est jouée par Antonia Burezi. Arthur, toi tu as adoré. Ouais, moi c'est un énorme coup de cœur. J'avais pu le voir à Paris, donc le film a pu être un peu plus digéré et il me hante. Il y a des images qui me restent et je trouve que c'est assez splendide. Je le dis tout de suite, je pense que je suis un tout petit peu biaisé parce que j'ai pendant ma scolarité fait un voyage à Pompéi. Et c'était un des meilleurs voyages de ma vie et c'était au moment où j'avais un groupe d'amis proches, enfin bref, c'était un moment clé de mon adolescence. J'étais pas en terminale évidemment, mais donc je me suis reconnu à plein d'endroits dans ces problématiques là, mais en même temps je le trouve absolument moderne et contemporain avec cette jeunesse qui me semble être vraiment à même des sujets qui alimentent la jeunesse d'aujourd'hui, mais en même temps c'est pas exactement le sujet c'est vraiment de suivre 3 personnages principaux et leurs problématiques. Un qui est en quête d'identité, l'autre qui... Bon, en fait, les 3 sont en quête d'identité d'une certaine manière. Un qui essaye de retrouver une trace familiale à Naples, l'autre qui essaye d'exister dans un groupe alors qu'elle est un peu la boulie du clan, et l'autre qui n'est rien d'autre qu'un aimant à désir de part et d'autre et qui essaye d'exister en dehors de ça. Moi, c'est le genre de film que je trouve assez splendide. C'est pas exactement un film choral et en même temps, tout le monde coexiste ensemble. Il y a évidemment des petits scories, c'est un premier long. Je trouve la photo est magnifique. Je trouve qu'il y a un rythme qui est laissé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est au montage? J'en sais rien. J'ai pas lu le dossier de presse. Je me suis pas intéressé plus que ça. Je me suis juste pris le film dans la tronche. Mais moi, ça a été hypnotisant. Tu vois, Sophie, hier, tu disais que la Maguchi, t'en aurais bien pris 3 heures de plus. Bah, moi, celui-là aussi. Il y a un moment où j'étais avec cette bande-là, où je trouve qu'il y avait quelque chose qui était très beau, de l'ordre de ils sont odieux. Et puis, en fait, en même temps, ils le sont, mais pas intégralement, et il y a une méchanceté qui est là, mais qui est de la méchanceté adolescente, et en même temps il y a une forme de vivre ensemble qui coexiste malgré tout. Moi, ça a vraiment touché une corde sensible. Je trouve que c'est super bien tenu. Je trouve qu'il y a un vrai travail sur les décors. Il y a un vrai beau boulot de direction, parce que tu l'as dit, c'est quand même que des ados non professionnels et je trouve qu'ils sont tous impeccables. Donc je sais que je suis celui qui aime le plus le film et j'en reparlerai plus longuement quand le film sortira, parce que c'est aussi, je pense, un film que j'aurais besoin de revoir une deuxième fois, peut-être même 3 fois. C'est un film qui me hante, mais que je suis content de pas avoir découvert à Cannes par ailleurs. Mais je sais que je suis alors je suis pas le seul, hein. On est nombreux à être dithyrambiques et peut-être que je sais pas. Moi ça a fonctionné à 100%. Sophie. Sur le papier, tout était aligné pour que ce soit le coup de cœur de mon festival, et peut-être qu'on me l'a trop survendu. Désolé. Je trouve que c'est un bon film, c'est un bon premier film. Il a malgré tout quelques soucis d'écriture pour faire de l'esthétique qui me sortent un petit peu du long métrage, notamment quelques partis pris qui... Je vais essayer de le résumer comme ça. Le film oscille tout le temps entre quasiment de la volonté presque documentaire de saisir vraiment une réalité tangible de l'adolescence, de ce voyage-là, du dernier passage ensemble avant
le post-bac, la vie adulte, tout ce que vous voulez, et en même temps de créer de la narration un peu plus poussée avec notamment cette quête familiale d'un des personnages qui pour le coup est très fantasmée, très écrite, très scénarisée. Donc déjà il y a ces deux univers qui tentent de cohabiter et en fait moi je vois dans l'esthétique des trucs qui me le retirent complètement du côté documentaire, et donc je crois plus à certains trucs, notamment par exemple ce sont que des ados qui fument des clopes. Il y a plein d'ados qui fument des clopes, sauf que c'est des ados de maintenant, en fait j'en croise plus un seul qui fume des clopes, donc je vois bien que c'est pour avoir un joli effet de fumée, pour avoir un effet de cinéma, notamment le personnage du beau gosse, je veux l'appeler comme ça, qui est littéralement un personnage qui s'inscrit dans une esthétisation gréco-romaine, gréco-latine, auquel fait référence notamment la prof de latin qui les accompagne, c'est-à-dire que lui c'est un aimant, tu l'as très bien dit, un aimant à désir. En fait pareil, est-ce que ce personnage-là il est censé être un symbole ou est-ce qu'il est censé être concret ? Tu vois, je me pose un peu des questions. En fait, c'est cette oscillation entre ce théorique et ce charnel qui fait que le film parfois me perd un peu. Il n'empêche que moi je trouve que la réalisatrice est peut-être l'une des plus grandes chef-op qu'on ait en ce moment, et elle sait créer de l'image, elle sait créer surtout une photographie sublime. C'est sublime. Notamment, elle avait fait la photographie des Reines du Drame, on en avait parlé, qui est une photo très particulière, mais surtout du Ravissement, que je trouve être peut-être l'un des plus beaux films français en termes de photos qu'on a eu depuis très très longtemps. Et d'un autre film dont on n'a pas parlé mais qui s'appelle L'Englouti, qui est sorti en décembre dernier, mais qui a une photo dingue, délirante. Et donc en fait moi je vois là tout le talent, la promesse d'une future grande réale qui potentiellement a été embourbée par une volonté de trop faire, à la fois de saisir du charnel, de l'émotion, et en même temps de faire un film très théorique. Et je trouve que le film souffre par exemple d'une comparaison avec comme Ma Frère qui était sorti en début d'année, parce que Ma Frère, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une direction très claire qui est de faire de la joie, de saisir un truc, d'avoir du réalisme, et il essaye pas d'être théorique. Et puis elle a un scénario, Ma Frère, elle a un scénario qui est tenu, alors c'est que ça. pour le Gradiva, et en fait la Gradiva il est aussi, et donc moi j'ai pas envie de lui en tenir rigueur et j'ai envie de soutenir le film parce que justement il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de cœur, et puis on l'a vu dans la présentation, il y a un amour, on sent que le film a été fait avec de l'amour, donc moi j'ai pas envie de le descendre, et je vous encourage toutes et tous à aller le voir, ne serait-ce que pour la palette d'acteurs naissants qui sont là, qui ne le resteront peut-être pas d'ailleurs, acteurs certainement non professionnels, mais par contre je ne peux pas passer outre ces quelques scories, notamment scénaristiques, qui je trouve malheureusement plombent un peu la qualité du long métrage. Le film fait 2h20, il faut le préciser. Moi, vous le savez si vous écoutez depuis longtemps, les films sur l'adolescence, l'été qui change tout, le coming of age, c'est vraiment ma cam. Vous le savez également, le cinéma du réel, le cinéma vérité, ça l'est beaucoup moins. Donc je vais pas dire du tout du mal de ce film, parce que il coche effectivement toutes les cases de ce cinéma du réel, pris sur le vif, tourné sans véritable script, sans véritable dialogue, un peu au feeling, sur le moment, avec en attrapant à la fois des bouts de vérité, en même temps donnant quand même un petit peu de composition. Le problème, c'est que tout ça est très fouillis. Marine Atlan le disait dans la présentation. Elle a eu besoin de 9 mois de montage. 9 mois de montage. C'est très très long, 9 mois. C'est pas du tout la norme. Long pour un film de 2h20. Ça veut dire qu'il devait y avoir des centaines et des centaines d'heures de rush. Et je trouve que malheureusement, ça se sent un petit peu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a parfois des images qui sont prises parce que c'était joli. Il y a un petit film, et je ne peux pas me départir de cette idée. Je suis désolé si c'est un peu négatif, mais je trouve qu'il y a un petit côté film colonie de vacances qui est quand même pas très, 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 très tenu. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que ça se fait au détriment de certains des personnages. Je crois pas tous les personnages. Et puis moi j'ai un petit truc qui me gêne aussi, qui est que dans ce groupe qui est quand même relativement toxique avec lui-même, ça a fait ressurgir moi des sentiments d'exclusion que j'ai vécu, pas au lycée mais un peu plus tôt au collège, assez fort, parce que je me suis beaucoup plus identifié au personnage de Suzanne qui est un peu maltraité par le groupe aux héros et aux héroïnes principales. Donc voilà, donc tout ça, je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour pour ces jeunes, pour les filmer, etc. Mais ça donne un ensemble qui est quand même un peu confus, un peu brouillon. Il y a notamment beaucoup de scènes collectives où le son est mal capté, où où tout le monde parle les uns sur les autres, où on n'entend pas bien les dialogues, où moi il me fallait parfois lire les sous-titres en anglais pour comprendre ce qui était en train de se dire. Donc voilà. Et puis le tout fait 2h20, et je trouve que la fin, pareil, est aussi pas complètement satisfaisante. Néanmoins,
si vous aimez ce type de cinéma-là, ce type de cinéma qui peut être représenté par différentes personnes, par Guillaume Braque par exemple, etc., je pense que vous aurez exactement ce à quoi vous attendez, c'est-à-dire un cinéma un peu naturaliste, un peu documentaire, vraiment très centré sur cette espèce d'amour que Marion Atlan a pour ces groupes de comédiens, et donc vous passerez un bon moment, et moi je vous encourage à aller le voir, même si personnellement c'est pas exactement le type de cinéma qui me fait vibrer. Voilà. Et le film sort d'ailleurs à une date de sortie, il sortira le 4 novembre en France. Allez, on termine très rapidement, mais je pense que c'est quand même important d'en parler, par une restauration qui était très 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 attendue par les cinéphiles Arthur en Cannes Classique. Les places étaient à peu près aussi rares que chères. D'ailleurs, nous ne sommes que 2 à avoir eu la chance de pouvoir y aller. Mais vos gars sûrs de RST ont réussi à se faufiler pour aller voir la copie restaurée et remontée. Oui, les gars, la misogynie du festival, là, je vous vois bien. Pour aller voir la copie restaurée et remontée en Director's Cut des Diables de Ken Russell. C'est un film de 1971 centré sur le personnage d'Urbain Grandier, notamment, qui était un prêtre catholique accusé de sorcellerie, et de la mère Jeanne des Anges, supérieure du couvent, à l'origine de cette accusation. Le film est en partie aussi une adaptation de l'étude d'Aldous Huxley, Les Diables de Loudun. Oui, parce que c'est basé sur une histoire vraie. Voilà, c'est basé sur une histoire vraie et sur un bûcher d'un des rares sorciers, parce que c'était les sorcières qui étaient surtout brûlées, mais d'une rare personne, d'un des rares hommes condamnés pour sorcellerie. Accusé d'avoir rendu les nonnes complètement folles du cul, on peut le dire. Possédées. On peut dire folle du cul. On peut le dire. Folle de la messe. Excellent. Arthur. C'est un film de fou furieux. Et pourquoi en fait, je pense sincèrement que le film ressortira prochainement en salle, parce que c'est la première ressortie du label Clockwork, qui se veut être un peu le label indépendant de chez la Warner, qui vient d'être annoncé il y a quelques semaines avec l'annonce du nouveau Sean Baker, et donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il sortira en salle, et je pense qu'on fera un épisode patrimoine dessus, donc je vais pas m'étaler dessus. C'est un film de fou furieux. Pour vous dire, moi j'avais téléchargé illégalement le film parce qu'il fallait absolument que je le voie, et donc je l'ai vu il y a quelques mois. J'ai l'impression que j'ai vu un autre film alors que c'est vraiment le même. C'est le Director's Cut, on peut se le dire, il a ajouté 3 minutes. Dans la scène de l'orgie, Nico, je te l'ai dit parce que je sais pas si tu te souviens de la version originale, la scène de l'orgie dans l'église, le viol de la statue du Christ, c'était pas dans la version originale, c'est ça le Director's Cut. Pour donner un peu le ton de où on se situe, c'est un film de malade, c'est un film de fou furieux, ça joue tellement bien, il y a un côté un peu presque cinéma italien à la Salo, et en même temps c'est très épique, et en même temps ça raconte beaucoup de choses aussi de l'instrumentalisation par l'église, de la répression. C'est un film aussi très porté sur le cul en permanence, et sur le rapport qu'a l'église à la sexualité et qu'avaient ces nonnes là. Bref, c'est un film de fou. Le film est sorti en 71-72, il a eu un prix à la Venise, mais en fait à cause de certaines scènes, il a été censuré, il a été invisible en France. C'est la première fois qu'on pouvait voir non seulement la version non censurée, mais qu'on va voir sur un grand écran en France. C'est pour ça que c'est un événement. Ken Russell, c'est un grand nom. Les Diables, c'est un film maudit, c'est un film invisible, et c'est un film qui va ressortir à travers le monde dans une version restaurée 4K par la BFI notamment. C'est dantesque. Je l'ai vu donc 2 fois en 6 mois, j'ai déjà envie de le revoir. Ça s'approche un tout petit peu de ce que je me suis pris dans la tronche récemment quand j'ai vu le Caligula de Dinto Brass, savoir une grande ampleur de décor, un grand récit épique, et en même temps beaucoup de cul. Mais c'est pas que ça, je veux dire, je veux pas réduire les diables au cul, enfin c'est juste un film. Je veux pas réduire les diables au cul. J'adore cette phrase. Tu pourras te la faire tatouer. Je veux ne pas réduire les diables au cul. Sur les fesses. Je veux pas réduire les diables au cul. Hein. C'est plus que ça. C'est un film de malade. Sur les tatouages. Mais on en reparlera quand le film sortira en salle. Je pense que Nico, tu veux aussi un peu en parler. Non, mais je vais juste vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Je vais vous dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est un film dans lequel vous allez retrouver du Jodo, des grandes années. Peter Jackson était venu le voir. C'est un film qui est cité par beaucoup de grands réalisateurs comme une inspiration, parce que c'est un film qui hérite à la fois du surréalisme, qui préfigure vraiment une esthétique. C'est peut-être il y avait la veuve de Ken Russell qui était sur scène, et la personne le journaliste qui a supervisé cette restauration, qui disait c'est cette version-là, puisque le film a été largement censuré en Grande-Bretagne mais aussi aux États-Unis, et il a dit c'est cette version que Ken Russell voulait quand il l'a vu. Il a dit c'est ça, c'est mon film, c'est celui-là. C'est un film d'une étrangeté picturale, c'est un film monde.
c'est un chef-d'œuvre. Voilà, enfin ça fait partie de ces films dont on se dit quand on les voit, mais je comprends mieux tous les films qui suivent. C'est ça, c'est exactement ça. Je comprends mieux tout un pan du cinéma qui va découler dans les années d'après. C'est un film visionnaire, il y en a pas beaucoup. Ken Russell était un cinéaste visionnaire à plein d'égards. Même dans la science-fiction, je pense Au-delà du réel, qui est un grand film aussi totalement inclassable. Il faut aller voir ce film quand on est cinéphile parce que c'est indispensable. Voilà. Tout à fait d'accord. Allez, on termine très rapidement, comme chaque jour, par une question au 36 15 sans trucage Au singulier. à gmail.com. Une question de Fred. Bonjour, merci l'équipe pour ces épisodes canois. Vous régalez. Merci à toi, c'est toi qui nous régales, Fred. On parle tout le temps des standing ovations et des records d'applaudissements, mais cela arrive-t-il qu'un film se fasse huer au festival? Si tel est le cas, quel est le record de la pire booing ovation? Alors, en séance de gala, c'est rare. Alors, en orchestre, en séance de gala, ça n'arrive jamais. Si ça hue, c'est au balcon. Est-ce que le Sean Penn s'est pas fait huer? Je crois que The Last Face s'était fait bousculer un petit peu. En fait, surtout, c'est en salle de presse que ça peut huer très fort. Ah, purée, il y en a un. Megalopolis, ça avait hué. Frères et sœurs de Desplechin, c'était un carnage. Puisque ça a hué et rigolé en même temps, alors que le film ne voulait aucune de ces deux réactions. Mais en vrai, je crois, enfin la légende veut que Irréversible ça a hué beaucoup. Oui, bah, c'est surtout que c'est sorti de la salle fort. Oui. Ceux qui sont restés ont peut-être applaudi par contre. Megalopolis c'était chaud parce que les gens ont hué et au moment où ils ont hué, il y a eu le carton qui disait que c'était en honneur de sa femme. Fort heureusement, c'était en salle de presse. Ça. Ouais. Il était pas là. Ils ont hué, il y a eu le message et les gens étaient là. Non, finalement on applaudit quand même. C'était très moi j'ai deux souvenirs. Bon, il y a la grande bouffe de Marco Ferreri. Ah oui, c'est vrai, la grande bouffe, c'était chaud, ouais. Qui avait donné lieu, d'ailleurs il y a des interviews INA où avec les gens qui sortent, qui sont absolument outrés, etc. Moi j'ai le souvenir aussi, parce que je m'y suis intéressé, de Firewalk With Me de David Lynch, qui était venu dans une version beaucoup plus longue et qui s'était fait siffler, et qui avait poussé Bouygues à l'époque, CB2000, à obliger Lynch à retourner et à remonter son film. C'est la raison pour laquelle tu as 60 minutes de scènes coupées sur le Blu-ray, c'est toutes les scènes qui ont été retirées du film suite au débâcle cannois. Ouais. Non, c'était violent. Oui, c'est violent. Et Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat qui donne la palme d'or, enfin qui obtient la palme d'or sous les huées du public et qui dit à Pialat sa fameuse phrase si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Voilà. Qui est l'ouverture du générique de Réaliser sans trucage au Festival de Cannes. Et par ailleurs, Pulp Fiction, quand Tarantino est sur scène et reçoit la palme d'or, se fait aussi huer par 2-3 personnes dans le public. À qui il adresse un doigt d'honneur. Ouais. Donc c'est rare. Et Crash de David Cronenberg aussi, c'était fait siffler très très violemment. Oui, non mais attends, et puis chaque année il y en a quelques-uns, mais en fait il y a une différence fondamentale entre la standing ovation et les huées, c'est que quand tu hues, c'est un truc que t'as pas aimé. Potentiellement, ta réaction, elle va ne pas être aimée par les gens à côté de toi sur ton rang. Donc en général, quand les gens huent, ils se lèvent, ils font bouh et puis ils partent. Alors que quand t'applaudis, tu fais un peu la démonstration de la clap. Tu veux applaudir longtemps, tu veux soutenir le film. Donc naturellement, c'est pas des phénomènes qui peuvent être observés en miroir. Et une petite info dont on parlait mais que je viens d'avoir sous le nez, effectivement, Club Kid, que nous avons beaucoup aimé, est en train de se faire littéralement arracher par les distributeurs. Il parle de droits de plus d'1 million, il dit 7 number digits. Et donc il y a Mubi, Focus Feature, Searchlight, A24 et Netflix qui sont en train de se battre pour Club Kid. Tous les ans il y a un film comme ça avec 7 un gros chiffre. Et c'est mérité. Et allez, on termine évidemment par notre feuilletonnant du festivalant, le message quotidien de notre Josiane parmi les Josianes, oserais-je dire notre mascotte, peut-être même notre héros, Jean-Patrick Patoche Doubidou avec un T. Oui. Qui, si vous avez suivi l'épisode précédent, est arrivé à Cannes avant-hier et qui n'aime pas beaucoup s'il a vu. Oui, pour l'instant il est chafouin. Pour l'instant, pas top. Il en a vu beaucoup. Pour l'instant, JPP est chafouin. Non, mais il a pas respecté ta règle, Nico, des 4 films par jour. Non. Cher Réalisé sans trucage, sans espace. Ça fait 2 jours que je vous cherche partout sans succès. Aujourd'hui, je suis même allé voir le Ozon à la Cringène. Alors, mais peut-être qu'il a une crête de ouf. Tu vas le croiser. Hein. Je vais le cringer. Mais il n'y avait personne sauf le réalisateur. Je vais donc vous donner un code pour qu'on puisse se retrouver. Il va falloir toutefois rester discret car je suis toujours recherché par la police turkmène pour trafic d'êtres humains sans permis d'exercer. Pas facile. Voilà le plan. Demain, à la fin du générique du Christian Mungiu, je lâcherai un gros prout. Vous n'aurez plus qu'à suivre l'odeur de chèvrefeuille. Chèvre l'animal et feuille pour le PQ. Ma question est la suivante.
Est-ce que Juliette Binoche sera présente lors de cette séance? Car m'a-t-on dit, elle a la fâcheuse habitude de péter au festival. Il ne faudrait pas qu'elle vous mène sur une mauvaise piste. Amicalement, Jean-Patrick Patoche. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. JPP aussi est fatigué. Oui, oui. Il est fatigué. Et on répond plus aux questions de JPP là. Ça n'en vaut pas la peine. Non, mais attends, faut donner des indices. JPP, on sera peut-être pas en GTL pour le Mongu, on te prévient. On sera peut-être pas à la salle de gala avec Binoche. Faudrait que tu viennes dans la séance presse. Et si tu veux péter, il faut se rapprocher de Nicolas Martin. Il aime bien les odeurs. J'ai eu un problème. Musqué. J'ai eu un monsieur merdo qui à côté de moi pendant une séance. Je dirais pas laquelle, mais c'était pas fastoche. Hein. Je dois dire que JPP, la personne qui nous envoie ces mails, dont je précise qu'encore une fois, ce sont des vrais mails qu'on reçoit d'une adresse jppdoubidou avec un t@gmail.com. Cette personne est vraiment sur la croisette. Vraiment. On te paye une tournée en fin de festival de 7. On peut te tourner 7 tournées à la Doobidou style parce que, comme on dit chez les Doobidou, 7 tournées valent mieux qu'une, surtout la 8e. C'est un fameux dicton. Leur credo. De la famille, c'est sur les armoires. Oui, c'est ça. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le 3615. Nous essayerons d'y répondre dans la mesure des stocks disponibles. Bye et gloire à la cringène. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.